Merci beaucoup à tous. Alors, je laisse la parole à la salle pour des questions. IFI, PFU ou PASS. Madame. Qui ont été contractés avant le 1er janvier 2018, parce que finalement, le redevable de l'IFI, c'est la notion au 1er janvier 2018. Or, on a parfaitement pu contracter des prêts pour l'acquisition de biens immobiliers avant le 1er janvier. Donc, on se retrouve face à une situation qui est un état de fait. Et comment voyez-vous la chose, vous ? Alors, c'est une question qui a été soulevée effectivement dans des commentaires que vous avez dû lire. Il y a cette lecture qui est astucieuse du texte en disant pour que la dette soit neutralisée, effectivement, il faut qu'elle ait été souscrite par un redevable de l'IFI. Et donc, la personne qui n'est pas encore taxable et qui, par définition, avant le 1er janvier, ne pouvait pas l'être puisque l'IFI n'existait pas, n'aurait pas déclenché le mécanisme. Je pense que c'est une lecture qui est optimiste et je serais un peu surpris que l'administration adopte la même. Après, on verra bien s'il y a du contentieux ce que le juge décide. Il y a un argument de texte, on peut essayer de le faire valoir, mais il est curieux parce que le législateur n'a quand même pas fixé de date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Et pour les autres dispositions, elles ne sont pas limitées dans le temps. C'est-à-dire que pour les contrats d'assurance vie, l'analyse des actifs qu'on détient, ça s'appliquera aux actifs détenus au 1er janvier 2018. Donc, je pense que l'argument peut être retourné. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans le droit fiscal, il y a un commentaire différent qui est présenté et qui commence par cette disposition en disant que ça s'applique à toute situation, tout contrat d'assurance vie et tout empreinte déjà souscrit. Donc là, l'analyse est radicalement différente. Et je ne serais pas surpris que ce soit la position qu'on retrouve dans les commentaires administratifs. On avait une autre question, mais je ne veux pas monopoliser la parole. On s'est posé une question concernant les comptes courants d'associés. Parce qu'en fait, non, on a un problème sur les comptes courants parce qu'ils ne sont pas systématiquement affectés. Alors c'est simple, quand on est dans une société qui détient un bien immobilier, qui a été financé, qui détient un seul bien immobilier et qui est un bien exclusivement affecté à l'activité professionnelle. Parce que là, si on a effectivement un prêt bancaire, on l'a financé par un prêt bancaire plus un apport en compte courant, on peut par définition considérer que le compte courant est affecté au bien qui a une qualification professionnelle. Alors pour moi, un compte courant n'est jamais affecté parce que ce n'est pas un prêt, c'est en fait un mécanisme de compte qui enregistre des crédits et des débits et dont il existe un solde à l'instant T. Donc il n'est pas affecté. Et en plus, généralement, alors là vous êtes dans une hypothèse très simple où il y a une seule écriture, mais généralement il y a plusieurs écritures au débit et au crédit, si bien qu'à l'instant T, le solde, il représente que le solde du compte. Mais on est incapable de dire à quelle somme précise du débit ou du crédit il se rattache. Donc, c'est une des grandes questions. En fait, il semble que les travaux parlementaires laissent penser que les comptes courants devraient être compris dans les règles anti-abus du passif. Mais à la lecture du texte, ce n'était pas si évident. Et dans l'application, ça va être extrêmement complexe. Quand vous aurez un compte courant qui aura vécu, qui aura enregistré différentes opérations, on sera incapable d'appliquer la règle. C'est très compliqué en termes de conseils, parce que là, aujourd'hui, je pense qu'on est tous dans la même situation. On est interrogé par les clients. Oui, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on face à un impôt qui est quand même nouveau. Ça ressemble à l'ISF, mais ce n'est pas de l'ISF. C'est beaucoup plus compliqué que de l'ISF et on n'a aucun recul. Donc, pour certaines dispositions, on peut se référer, quand la disposition est écrite de la même façon, à la jurisprudence de l'ISF ou à la jurisprudence des droits de succession, mais ce n'est pas toujours le cas. Et typiquement, les règles que vous évoquez sur le passif, elles existaient nulle part. On est sur des dispositifs complètement nouveaux. Et d'ailleurs, quand on regarde la règle, elle est presque inscrite à l'envers de celle qui existait en matière d'ISF. C'est-à-dire qu'en matière d'ISF, tout était déductible, sauf quand c'était relatif à des biens exonérés. Quand vous prenez le passif de l'IFI, c'est l'inverse. Il n'est déductible que lorsqu'il est visé par la loi. Donc on a un principe qui est exactement symétrique. Et donc peut-être que la lecture de la jurisprudence sera complètement différente aussi. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'évoque Jean-François sur cette écriture à l'envers, en fait. On nous définit expressément ce qui est déductible. Donc, par définition, ce qui n'est pas visé, ce n'est pas déductible. Et cette lecture, malheureusement, ce sera probablement celle qui sera faite par l'administration fiscale. On avait une réunion avec des représentants de Bercy ce matin au Conseil supérieur du notariat sur d'autres sujets. On a évoqué la question de l'IFI pour savoir à quel moment, en fait, on espère avoir une instruction. Donc ils nous ont dit qu'ils étaient dessus, qu'ils travaillaient, qu'ils espéraient la sortir avant le délai habituel, le délai qui leur est imparti de 6 mois
après l'entrée en vigueur du texte. Donc, effectivement, on leur dit que ce serait mieux, effectivement, puisque on avait quand même les déclarations à faire. Donc, sérieusement, il n'est pas prévu qu'elles sortent la semaine prochaine, mais ils sont dessus. Voilà. Ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est qu'il y a eu des modifications depuis début janvier sur les BOFIP concernant l'ISF, qui lui est abrogé. Donc, il y a certains BOFIP, par exemple concernant le passif de l'ISF, qui ont été mis à jour mi-janvier. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Alors, Maître Carré, peut-être d'abord? Monsieur le Président. Et puis ensuite, monsieur derrière qui a levé la main. Oui, toujours sur les passifs déductibles. Si vous aviez emprunté une somme d'une banque pour acquérir un appartement et que la banque refusant de vous réduire le taux, vous êtes allé voir une autre banque qui vous a refinancé, est-ce qu'on est toujours sur un passif déductible ? C'est très incertain à la lecture du texte parce que ce n'est pas une dette afférente à l'acquisition d'un emprunt, c'est une dette afférente à un remboursement d'un autre emprunt. Alors vous savez qu'en matière de revenus fonciers, il y a une tolérance administrative qui permet de continuer à déduire les intérêts des revenus fonciers, mais elle existe en matière de revenus fonciers, elle n'est pas transposable ipso facto à l'IFI, puisqu'on a un autre impôt et une autre logique, donc je n'en sais rien. C'est une question qui se pose. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la base de la rédaction du texte, eh bien, ça n'est pas un emprunt lié à l'acquisition du bien, qui a servi à l'acquisition du bien. Par contre, on peut espérer probablement, dans le cadre du BOFIP, avoir une tolérance sur ce genre de choses, de la même façon qu'on l'a eu dans le cadre des revenus fonciers. Donc, pour les prêts substitutifs. Oui, c'est ça. Voilà. On peut espérer, en fait, avoir une tolérance, mais à la lettre du texte, en tout cas, on ne peut pas le déduire. Et je me demande d'ailleurs si en matière de revenus fonciers, ce n'est pas pour le coup dans le BOFIP, si ce n'est pas une tolérance de l'administration fiscale. Donc il faudrait attendre cette tolérance de l'administration fiscale, voilà, sur les prêts substitutifs. Peut-être un point complémentaire un petit peu délicat aussi, c'est qu'il faudra faire attention à ce que ce refinancement soit vraiment un refinancement lié à des conditions économiques plus favorables. Si en revanche c'est pour faire apparaître un prêt déductible à la place d'un prêt qui ne l'était pas ou qui posait des soucis, pourrait avoir d'autres difficultés parce qu'il y a aussi probablement un jeu autour des prêts in fine qui vont devenir amortissables ou semi-amortissables. Enfin, donc soyez prudents quand même. Il semble que certains établissements soient déjà en train de remettre en place des refinancements pour gérer des situations qui poseraient problème à l'avenir sur l'IFI. Là, il y a aussi, je dirais, l'opposabilité et l'éventuelle remise en cause de la justification du refinancement si c'est une optimisation et si ça n'est qu'une optimisation fiscale. Monsieur derrière, voilà. Bonsoir. Je voulais savoir si avec la flat tax, vous étiez d'accord pour dire qu'on retrouve l'opportunité de faire des donations avant cession en démembrement de propriété. Tout à fait. C'est sûr que ça modifie nos stratégies en la matière, hein. Le gros inconvénient qu'on avait antérieurement, c'était que lorsqu'on donnait en nue propriété, eh bien, on remettait le délai de détention à 0 et que du coup, on avait une fiscalité qui était généralement lourde puisque dans le cadre de la cession, on gardait généralement un démembrement de propriété et du coup, le nu propriétaire était le redevable de l'impôt de plus-value, mais on perdait le délai de détention. Ce qui n'était pas très grave pour la part qu'on lui avait donnée à lui, puisqu'on avait purgé la plus-value latente sur la fraction de nue propriété donnée. En revanche, sur l'usufruit conservé par les parents, là, c'était catastrophique. Donc là, c'est sûr qu'on avait quelques stratégies de contournement, mais clairement, aujourd'hui, on peut y aller de manière beaucoup plus directe. Et là, effectivement, on est dans des schémas qui redeviennent simples. Donc, on peut ressortir nos tableurs d'avant 2012. La conviction qu'on a quand même aussi avec les différentes mesures en fait, de la loi de finances, c'est que ce qu'il faut surtout faire comme formation, c'est pas tant aller à des réunions sur la loi de finances. Si ça, c'est ce qu'il faut faire une fois que vous êtes venu ici, ça c'est bien. Mais surtout après, il faut faire des stages d'Excel. Parce que là, pour le coup, je veux dire, celui qui ne sait pas manier Excel, il va être malheureux en 2018, en 2019, en 2020. Donc là, c'est vraiment, ça change un petit peu les paramètres. Est-ce qu'il y a une question sur les tableurs Excel ou sur autre chose? Moi, j'avais peut-être une remarque à faire, mais sous contrôle des spécialistes. Je me demande si cette réforme n'est pas quand même assez dramatique pour les non-résidents. Parce que jusqu'ici, on nous disait que les non-résidents, ils ne payaient jamais l'ISF. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en gros taxables que sur les biens localisés en France.
Les biens localisés en France, c'était quoi? C'était les immeubles. Et généralement, ils mettaient en place un passif qui affectait l'immeuble en question. Alors, ils l'avaient fait dans un premier temps en créant des sociétés, en les assortissant d'un fort compte courant. On sait qu'en 2011, le législateur est intervenu avec l'article 885 Ter, nous a dit que c'était plus déductible. Donc la SCI n'était plus utile, mais il y avait encore cette technique qui était quand même assez simple. On achetait l'immeuble, on le grevait d'un prêt in fine, et puis le passif mis en place de l'actif étant du même montant, on ne payait jamais l'ISF. Aujourd'hui, finalement, avec le retraitement des prêts in fine en prêts amortissables, eh bien, les non-résidents se trouvent devoir payer l'impôt, me semble-t-il. Est-ce que tu en penses, Jean-François? Je pense que, je ne suis vraiment pas spécialiste pour les non-résidents, mais c'est une question qui est encore plus complexe parce que ça dépend aussi du jeu des conventions. Et il semble en fait que tous ceux qui peuvent être dans le champ de certaines conventions vont voir leur situation pas dramatiquement aggravée. Ceux qui ne seraient pas effectivement protégés par des conventions et auxquelles on appliquera les règles françaises, là, pour avoir de mauvaises surprises à cause de la transparence, effectivement, qui vont rendre imposables des actifs qui n'étaient pas ou faire que des passifs. Et en matière d'impôt sur la fortune, est-ce qu'il y en a beaucoup des conventions? On n'en sait rien parce qu'il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup pour l'ISF, mais on n'est pas tout à fait certain que celles de l'ISF s'appliqueront automatiquement en matière d'IFI. Mais c'est un petit peu la lecture quand même optimiste et il y en a quand même un certain nombre, oui. Oui. Non, mais pour les, oui, voilà, en direct, oui. Oui, oui. Oui, exactement. 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 Il semble que sur les locations meublées, après un petit flottement, elles ne soient pas dans les exclusions. Donc on n'aura pas d'exclusion sur les locations meublées, on n'aura que l'exonération des biens professionnels éventuellement. Ce qui veut dire qu'il faut remplir, là, pour le coup, il faut que le redevable remplisse les conditions d'exonération de biens professionnels. Oui, mais enfin, il faut remplir les conditions d'exonération quand même. Il y en a un certain nombre sur une société à l'IS. Donc, Ce qu'on peut dire également sur l'IFI, c'est que là où avant, la première lecture qu'on faisait, c'était de se dire, bon, finalement, tout ce qui était mobilier, c'est plus taxable, et tout ce qui était immobilier, c'est taxable comme avant. Et c'est clair que ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on est sur une autre philosophie, et il y a des gagnants et des perdants. Alors l'essentiel, c'est des gagnants quand même, puisque les recettes attendues sur l'IFI, c'est 850 millions. Donc les chiffres officiels maintenant, c'est 850 millions. Pendant longtemps, ils ont communiqué sur 2 ou 3 milliards, si bien qu'on ne savait plus de quoi ils parlaient, puisqu'on était à 5 milliards, 5 ou 6 milliards dans l'ancienne ISF, en supprimant l'IFI, en supprimant toute la taxation des valeurs mobilières. On se disait, forcément, mécaniquement, ils peuvent qu'être en dessous de 2 milliards, quoi, enfin, par l'effet taux et l'effet base. Et là, apparemment, ils sont en dessous du milliard en recettes attendues. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si on supprime un impôt qui ne rapporte pas grand-chose, il y a plus de chances qu'on supprime un impôt qui ne rapporte pas grand-chose qu'un impôt qui rapporte beaucoup. Donc, ce qu'il faudrait, c'est réussir encore à limiter encore un peu le champ d'application. Alors, vous observerez sur le terrain du prélèvement forfaitaire unique, il y a une donnée qui a été soulevée d'ailleurs devant le Sénat. Vous savez que les sénateurs ont dit la chose suivante, ils ont dit oui, mais alors maintenant qu'on va voir le PFU avec une taxation globale au taux de 30%, qu'est-ce qui risque de se passer? Les dirigeants de société ne vont pas se rémunérer en tant que dirigeants pour aller payer du 45 et des cotisations sociales, ils vont se rémunérer en dividendes. Et il y avait un amendement devant le Sénat qui tendait à instituer un dispositif anti-abus qui existe déjà en matière de cotisation sociale dans les SARL, uniquement dans les SARL. On avait essayé de l'étendre au SAS, ça n'a pas fonctionné, qui consistait à dire que lorsque le dirigeant
se rémunérerait en dividendes, la fraction de rémunération des dividendes qui excéderait 10% du montant du capital social et des avances en compte courant serait réintégrée pour être taxée au taux progressif de l'IR. Donc on sortait du prélèvement forfaitaire unique le montant supposé comme étant trop élevé de la rémunération en dividendes. Et finalement, ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé. Notre ministre des Finances, interrogé sur ce point, a dit écoutez, oui, peut-être y aura-t-il des abus. Et il a ajouté, dans ce cas-là, vous savez, le mécanisme de l'abus de droit sera suffisant. Je suis assez dubitatif pour ma part parce qu'il me semble que lorsqu'on est à la fois dirigeant et associé, on a parfaitement le droit de se rémunérer comme on veut et on peut arbitrer les rémunérations. Je ne vois pas en quoi il y aurait le début de commencement d'un abus de droit. Et d'ailleurs, si on a été obligé de prévoir le dispositif en matière de cotisation sociale, c'est bien que le problème, parce que ça peut être un problème vu du point de vue de l'État et des organismes, se posait. Moi, je pense que ça va revenir, parce qu'effectivement, cette année, comme je vous expliquais tout à l'heure, il n'y avait pas d'intérêt. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui va réduire son salaire, qui va être annulé par du CMR. Donc, je pense que ça va revenir l'année prochaine, quoi. Oui, il paraîtrait que ça va revenir, effectivement, malheureusement. En tout cas, il y a une sensibilité sur cette question de la part de l'administration fiscale, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris la manipulation, ils voient bien les effets que ça peut générer, et bien sûr, il y a une sensibilité sur cette question. Monsieur ? Effectivement, c'est une mesure à surveiller, en tout cas de très très près. Les informations qu'on a entendues, c'est que ce n'est pas pour tout de suite. Ce serait plutôt... on a d'abord eu ce premier bruit et ensuite on a un bruit qui est un petit peu plus rassurant, mais je rejoins votre conseil. Il faut être prudent et puis effectivement observer, et en tout cas ne pas se précipiter et pas sombrer dans l'excès. Madame. Dans la continuité. L'arbitrage entre dividendes et rémunération de dirigeants, peut-être, oui. Oh, alors là, vous me lancez sur quelque chose. Vous me lancez sur mon dada, là, donc je ne sais pas si... effectivement, c'est un débat qui a été assez nourri. Il y a eu, pour ne pas le citer, un article notamment de mon collègue Pierre Fernoux qui était assez incendiaire. J'avais le droit à une belle note de bas de page, parce que vous savez que je fais partie de ceux qui considèrent, nous sommes quelques-uns, la revue que vous avez d'ailleurs, qu'on vous a distribuée, excellente revue, contient un article sur ce point, et j'avais constaté avec plaisir que les avocats suivaient plutôt la thèse de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de risque fiscal. La question, c'est de savoir si effectivement on peut pratiquer une réduction de capital comme alternative à une réduction de dividendes, à une distribution de dividendes. Alors vous me direz, aujourd'hui et demain, donc, la fiscalité va être la même, puisque prélèvement forfaitaire unique, tout ce qui va sortir, que ce soit en dividendes ou que ce soit en réduction de capital, sera taxé à 30%. Mais la base n'est pas la même. La base n'est pas la même. Je vous rappelle que depuis peu, lorsque l'on pratique une réduction de capital en se faisant racheter ses titres par la société qui les annule, le montant qui est perçu par l'associé est taxé dans la catégorie des plus-values sur valeur mobilière, mais la base qui est taxée, c'est uniquement l'enrichissement. Si je me distribue 100 en dividendes, je vais payer demain 30%. Si je me distribue 100 parce que je me suis fait racheter une action que je me suis fait annuler,
je vais payer 30% de la plus-value que je vais réaliser. Si je fais 50 de plus-value, je ne vais payer que 30% de 50 et pas 30% de 100. Je vais payer 15 et je ne vais pas payer 30. Dans un grand nombre de cas, on se rend compte que ça peut facilement, dans des hypothèses qu'on prend, réduire par 2 l'impôt. Alors vous en avez qui sautent au plafond immédiatement, disent « Ah, but de droit, rendez-vous compte ». Alors évidemment, quand on présente la chose comme ça, on se dit il y a le premier critère de l'abus de droit semble rempli, on se dit le but exclusivement fiscal. Mais enfin, le but exclusivement fiscal, il reste quand même fortement à démontrer. Hein. Je rappelle qu'il ne se présume pas. Donc il faut le démontrer. Or, même dans l'hypothèse caricaturale que j'avais retenue volontairement, une hypothèse caricaturale où vous avez un associé unique, société par action simplifiée, unipersonnelle, je suis seul associé. J'ai donc là le choix, il n'y a personne pour m'embêter, je peux me faire racheter les titres, les annuler, je suis seul à décider, ou alors je peux me distribuer des dividendes. Donc le choix, il est parfait. Et vous voyez bien que dans ce cas-là, il n'y a aucun argument qui peut être exhumé par le contribuable pour dire j'ai modifié la géographie du capital, je suis le seul qui a avoir participé à la réduction, donc j'ai réduit ma participation dans le capital par rapport à d'autres qui ont accru la leur. Donc on ne peut pas utiliser un argument de ce genre. Mais je vous rappelle quand même au passage que quand vous avez constitué une SAS, pourquoi vous l'avez constituée à la base, votre SAS unipersonnelle? Vous l'avez faite pour bénéficier de la responsabilité limitée. Et pour réduire votre risque à vos apports. Vous pouvez parfaitement décider de réduire votre exposition au risque. Si j'ai un capital de 100 000 euros, mon risque, mais les 100 000 euros dans mon capital sont exposés au risque. Si je récupère la moitié de la somme pour réduire mon capital à 50 000, il ne vous échappera pas que j'ai sorti 50 000 euros qui ne sont plus exposés aux gages des créanciers sociaux. Donc, je réduis la capitalisation. Et de la même manière que l'on peut dire à des entrepreneurs, vous pouvez faire une SAS à 1 euro facilement et vous allez exposer très peu de votre patrimoine dans la société parce que le capital sera faible, eh bien, si on peut faire des sociétés à capital faible dès le début, pourquoi serait-on choqué qu'en cours de route, la société à capital élevé, on la transforme en société à capital faible? Ça, c'est le premier critère. Je rappelle quand même que dans l'abus de droit, par fraude à la loi, il y a un deuxième critère et que ce critère est cumulatif parce que l'article qui définit l'abus de droit, il dit « et ». Et le Conseil d'État a dit qu'effectivement, il fallait bien comprendre « et » pas « ou ». C'est la contrariété à l'intention du législateur. Et là, quand on regarde l'intention du législateur qui fonde la fiscalité et de la réduction de capital non motivée par les pertes, on se rend compte d'une chose, c'est que la loi a été modifiée. Elle a été modifiée dans le sillage d'une décision du Conseil constitutionnel qui a dit que le fait que le boni de rachat soit taxé à l'époque comme une distribution de dividendes, car c'était taxé comme une distribution de dividendes, c'était une rupture d'égalité par rapport aux actionnaires qui se faisaient racheter leurs actions par la société lorsque la société n'annulait pas l'action mais les rétrocédait aux salariés. Vous aviez deux fiscalités. Je cédais mes actions à la société qui les annulait, j'étais taxé en distribution de dividendes. Je cédais mes actions à la société qui les rétrocédait, j'étais taxé en plus-value. Et le Conseil constitutionnel a dit « halte là, cette différenciation n'est pas conforme à la Constitution, rupture d'égalité ». Et il a dit « il faut unifier les régimes ». Le législateur a fait le choix de l'unification, il a choisi le régime des plus-values. C'est là qu'on en est aujourd'hui. Et c'est de ce régime des plus-values qu'on bénéficie que lorsque l'on réalise une réduction de capital. Donc, qu'a voulu faire le législateur en faisant basculer la fiscalité de la réduction de capital d'un régime qui était un régime de dividendes vers un régime de plus-value? Eh bien, il a fait exactement ce que vous faites quand vous ne distribuez pas des dividendes, mais quand vous faites une réduction de capital et que vous vous soumettez sous le ciel de taxation des plus-values. Vous faites la même chose. Vous épousez la volonté du législateur, alors qu'on ne me dise pas que c'est contre la volonté du législateur. Le deuxième critère de l'abus de droit n'est pas réuni. Il y a un cas de figure dans lequel également on peut imaginer, alors qu'on est seul associé, de faire une réduction de capital plutôt qu'une distribution de dividendes sans que ce soit abusif. C'est l'hypothèse, et bien sûr dans tous les cas c'est pas abusif, hein, comme l'a expliqué Renaud, mais dans un cas dans lequel c'est encore moins abusif. Et donc c'est l'hypothèse dans laquelle on n'aurait pas de dividendes distribuables, mais qu'on a des liquidités.
Et on peut tout à fait avoir des liquidités parce qu'on a pratiqué de l'amortissement, par exemple, et j'ai des liquidités, je veux les sortir de ma société, et là, je ne peux pas les sortir par une distribution de dividendes. Donc, ma seule solution, c'est de faire une réduction de capital, et là, j'ai un argument également dans des situations comme celle-là. Alors j'ajouterai quand même, vous avez compris, je suis parfaitement convaincu que ce n'est pas un abus de droit. Maintenant, il faut quand même toujours se méfier, c'est que l'administration fiscale pourrait penser le contraire. Et notamment en lisant les articles de M. Pierre Fernoux. Donc voilà, évidemment, plus vous avez un deuxième but autre que fiscal à afficher, il y en a un qui sera la réduction de l'exposition au risque, mais si vous en avez un autre, et notamment je pense à la modification de la géographie du capital, c'est encore mieux. Mais je n'ai pas eu de connaissance, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a eu connaissance d'un redressement fiscal sur ce terrain, c'est une question qui est beaucoup traitée en ce moment. Je n'ai pas eu connaissance pour ma part de redressement, mais je crois qu'il faut éviter de crier au loup sur des opérations qui ne sont pas, me semble-t-il, abusives. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, alors nous allons... Ah, une question, monsieur. S'il est renouvelé, oui. Je pense qu'il faudrait savoir techniquement, effectivement, comment s'opère ce renouvellement, mais je pense que l'administration va fonctionner par tranche, à mon avis. C'est-à-dire que dans la première tranche, on va l'amortir sur 5 ans, et s'il est véritablement renouvelé, on va sans doute se reposer la question dans sa deuxième tranche. D'ailleurs, on ne sait pas s'il va être renouvelé tant qu'il n'est pas renouvelé. Il y a deux... Je pense qu'on peut distinguer deux cas. Il y a l'hypothèse dans laquelle l'emprunt, dès l'origine, effectivement, prévoit qu'il sera renouvelé après 5 ans. Et là, pour le coup, effectivement, on raisonnerait logiquement par tranche. Et il y a la deuxième hypothèse dans laquelle on a fait un emprunt in fine de 5 ans, puis la 5e année, on refait un emprunt in fine de 5 ans pour rembourser le premier. Et là, dans ce cas-là, ce n'est plus un emprunt qui est nécessaire, qui est lié à l'acquisition du bien. Et le second, à mon sens, là, il pourrait être déqualifié. En revanche, dans la première situation, on devrait découper par tranche, logiquement. Puis après, on a un dernier mécanisme qui est que pour les emprunts sans durée fixe connus, on a un plafonnement sur 20 ans. Est-ce que si la clause est tellement peu claire qu'on ne sait pas très bien si l'emprunt a une durée fixe ou pas, on ne risque pas de vous l'appliquer? Et également pour les prêts relais, il y a une lecture qui dit que les prêts relais pourraient être touchés par cette clause. Donc vous empruntez sur une durée sans remboursement fixe, vous pourriez être touché par la même règle. Voilà, vous aviez dit que c'était la dernière question, hein, donc je vous suis. Merci à tous les intervenants, merci aussi à vous tous, et je vous convie à partager une galette des rois. Je vous souhaite une excellente soirée.